Personne ne s'approchait du millionnaire jusqu'à ce que le fils du sans-abri sèche ses larmes. Nicolas Dubois était une figure connue dans tout ce village de Provence, l'homme qui avait métamorphosé une modeste entreprise familiale en l'une des plus grandes sociétés de distribution alimentaire de la région de la Loire. Mais en cette fin d'après-midi de jeudi, assis sur le banc de pierre usé par le temps de la place du marché, il n'était plus qu'un homme d'âge mûr, sanglotant dans une solitude poignante. Son costume de créateur était froissé, sa cravate en soie dénouée pendait tristement sur sa poitrine, témoin silencieux de son désarroi. C'est alors qu'une petite main, menue et un peu sale, se posa avec une infinie délicatesse sur sa joue baignée de larmes. « Ne soyez pas triste, monsieur », murmura une voix d'enfant, douce comme une mélodie. Nicolas leva ses yeux rougis et vit un garçonnet qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, vêtu de vêtements usés mais propres, les cheveux bruns en bataille et de grands yeux curieux. Le petit l'observait avec une expression d'une gravité surprenante, comme s'il comprenait parfaitement l'abîme de sa douleur. « Quand je pleure, mon papa dit toujours que demain sera un meilleur jour, » poursuivit l'enfant, sa petite main toujours posée sur le visage de l'homme d'affaires. Nicolas demeura silencieux, ne sachant comment réagir. Cela faisait des années que personne ne l'approchait sans une arrière-pensée. Employés, fournisseurs, même ses soi-disant amis, tous venaient avec des propositions, des requêtes ou des flatteries intéressées. Mais cet enfant était là, simplement pour offrir un réconfort pur et désintéressé. « Comment t'appelles-tu » demanda Nicolas, tentant d'essuyer ses larmes du revers de sa main. « Léo Martin, mais tout le monde m'appelle Léo. »« Et vous » ? »« Nicolas. »« Enchanté, Léo. » Le garçon sourit et s'assit à côté de lui sur le banc, balançant ses petites jambes qui ne touchaient pas le sol. « Mon papa dort là-bas, sous l'arbre, » dit-il en désignant un homme allongé sur des cartons sous un vieux chêne majestueux. « Il dit qu'il a besoin de se reposer parce qu'il a beaucoup travaillé aujourd'hui. » Nicolas regarda dans la direction indiquée et vit un homme d'une quarantaine d'années, mince, avec une barbe de plusieurs jours et des vêtements élimés. Même à distance, il devinait qu'il vivait dans la rue. « Vous habitez ici, sur la place ?»« On n'habite pas, on vient parfois. Papa dit que ce chêne porte bonheur parce qu'il est très vieux et qu'il a vu beaucoup de belles choses. » L'innocence de l'enfant toucha une corde sensible au plus profond du cœur de l'homme d'affaires. Léo parlait de sa situation avec un naturel déconcertant, sans la moindre trace d'amertume ou d'apitoiement. « Et ta maman, où est-elle » Le garçon baissa la tête un instant. « Elle est partie quand j'étais un bébé. Mais mon papa s'occupe bien de moi. Il sait lire et écrire plein de choses, et il m'apprend tout le temps. » Nicolas sentit sa gorge se nouer. Il avait perdu sa propre famille dans un accident de voiture 3 ans auparavant. Sa femme Valérie et sa fille Chloé étaient parties faire des courses et n'étaient jamais revenues. Depuis, il s'était emmuré dans le silence, se consacrant obsessionnellement à son travail pour tenter d'anesthésier la douleur. « Léo, as-tu faim » Le garçon hésita avant de répondre, un petit peu. « Mais papa a dit qu'il trouverait de l'argent pour le dîner ce soir. » Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément, nous qui débutons. Poursuivons. Nicolas sortit son portefeuille de sa poche et constata qu'il n'avait que de grosses coupures. Il se leva et se dirigea vers un café du coin, où il acheta 2 croque-monsieur, 2 portions de frites et 2 jus de fruits. À son retour, il trouva Léo en train de réveiller doucement son père. « Papa, le monsieur avec le costume nous a acheté à manger. » L'homme se redressa vivement, encore ensommeillé, et regarda Nicolas avec méfiance. « Ce n'est pas nécessaire, merci. Nous ne faisons pas l'aumône, » dit-il avec une dignité qui contrastait avec sa situation. « Ce n'est pas l'aumône, » répondit Nicolas. « Votre fils m'a tenu compagnie alors que je traversais un moment difficile. C'est juste un remerciement. » Le père de Léo l'étudia quelques secondes, remarquant le costume coûteux, la montre de marque et la posture d'homme qui a réussi. « Stéphane Lambert, » dit-il en tendant la main. « Et vous avez déjà rencontré mon fils. » Nicolas Dubois. Les 2 hommes se serrèrent la main, et Nicolas ne put s'empêcher de noter la fermeté de la poignée de Stéphane, ainsi que ses mains qui, bien que calleuses, étaient propres. « Papa, je peux manger » demanda Léo, ses yeux brillants devant les sandwichs. « Bien sûr, mon fils. » Pendant qu'il mangeait, Nicolas observait l'interaction entre le père et le fils. Stéphane veillait à ce que Léo mange en premier et le meilleur morceau,
attentifs en permanence aux besoins de l'enfant. L'amour qui les unissait était palpable. Si ça ne vous dérange pas que je demande. Comment vous êtes-vous retrouvés? Nicolas hésita, ne sachant comment formuler sa question sans paraître offensant. À la rue, compléta Stéphane sans montrer de gêne. C'est une longue histoire. J'étais professeur d'université, si vous pouvez le croire. Professeur de quoi? D'histoire. J'enseignais à l'université de Lyon. J'avais une belle vie, mon propre appartement, une voiture. Jusqu'à ce que tout s'effondre. Nicolas attendit la suite, mais Stéphane dit seulement « Nous préférons ne pas parler du passé. L'important, c'est que nous sommes ensemble et que nous allons de l'avant. » Durant l'heure qui suivit, les trois hommes discutèrent de sujets variés. Nicolas fut impressionné par l'intelligence de Léo et la culture de Stéphane. Le garçon savait faire des calculs simples de tête et connaissait le nom de plusieurs pays. Stéphane, de son côté, faisait preuve de connaissances étendues en littérature, en histoire et même en économie. Quand le soir commença à tomber, Nicolas prit congé, mais il ne put cesser de penser à eux sur tout le chemin du retour vers sa belle maison de maître en Touraine, désespérément vide. Le lendemain matin, un vendredi, Nicolas se réveilla plus tôt que d'habitude. Pour la première fois depuis des mois, il n'avait pas eu besoin de somnifères pour dormir. Il ne s'était pas senti aussi humain depuis une éternité. Durant toute la réunion matinale dans son entreprise, ses pensées s'envolaient vers la place du marché. Stéphane et Léo y seraient-ils encore? Aurait-il trouvé un endroit pour passer la nuit? Monsieur Dubois. La voix de sa secrétaire, Monique Dupont, une femme de 60 ans qui travaillait avec lui depuis plus de 10 ans, le ramena à la réalité. Oui, Monique? Vous allez bien? Vous semblez différent aujourd'hui. Nicolas regarda autour de la salle de réunion et remarqua que tous les cadres l'observaient avec curiosité. Apparemment, il avait perdu le fil de la présentation sur les résultats trimestriels. Je vais bien, juste un peu distrait. Nous continuerons lundi. C'est tout pour aujourd'hui. Les employés sortirent de la salle en commentant à voix basse le comportement inhabituel de leur patron. Nicolas Dubois était connu pour sa ponctualité, sa concentration et son exigence extrême pendant les réunions. À midi, Nicolas quitta l'entreprise et se rendit directement sur la place. Son cœur s'accéléra quand il aperçut Stéphane et Léo assis sous le même vieux chêne. L'homme montrait quelque chose à l'enfant dans un vieux livre. « Nicolas !» cria Léo en le voyant approcher, courant pour lui serrer les jambes. Le geste spontané du petit le bouleversa. Il y avait si longtemps que personne n'avait manifesté une joie aussi sincère en le voyant. « Bonjour, Léo. »« Bonjour, Stéphane. »« Quelle bonne surprise, » dit Stéphane en fermant le livre. « Nous ne nous attendions pas à vous revoir. Je passais par ici et, eh bien, j'ai pensé à prendre de vos nouvelles. » En réalité, Nicolas avait annulé 2 réunions importantes juste pour venir. « C'est quel livre ?» demanda-t-il en s'asseyant par terre à côté d'eux. « C'est sur les planètes, » répondit Léo, tout excité. « Papa m'apprenait le système solaire. » Nicolas prit le livre et vit que c'était une encyclopédie pour enfants, très usée mais bien entretenue. « Où l'avez-vous trouvé ? » Je l'ai trouvé dans un conteneur derrière la médiathèque municipale, expliqua Stéphane. Les gens jettent des livres en parfait état. Léo et moi, nous y jetons toujours un œil. Je connais tous les noms des planètes, dit Léo fièrement. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nicolas sourit. C'était incroyable de voir comment cet enfant pouvait être si joyeux et curieux malgré les circonstances. Très bien, tu es un garçon très intelligent. Papa dit que l'éducation est la seule chose que personne ne peut nous enlever. Les mots de Léo résonnèrent dans l'esprit de Nicolas pour le reste de la journée. Ce soir-là, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il dîna dans un centre commercial de la ville, marchant au milieu des boutiques et observant les familles. Pour la première fois depuis l'accident, il ne se sentit pas complètement seul au monde. Le samedi matin, Nicolas arriva sur la place chargée de sacs d'un supermarché. Il trouva Stéphane en train d'apprendre à Léo à écrire avec un bâtonnet dans la terre. « Bonjour, » dit Léo, lâchant son bâton pour courir vers lui. « Bonjour, les garçons. Je vous ai apporté quelques provisions. » Nicolas sortit des sacs des sandwichs, des fruits, du lait,
des biscuits et de l'eau. Nicolas, c'est beaucoup trop, protesta Stéphane. Nous ne pouvons pas accepter ça. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. Hier soir, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé que vous m'aviez donné quelque chose de très précieux. Quoi donc? De la compagnie. Cela fait 3 ans que je vis dans une solitude totale. Je n'ai plus de famille, je n'ai pas d'amis. Sincèrement, tous ceux qui m'approchent veulent quelque chose en retour. Vous avez été les premiers à simplement vous soucier de moi. Stéphane et Nicolas se regardèrent en silence un moment, comprenant tous deux que quelque chose de spécial était en train de naître. Durant tout le week-end, Nicolas passa ses journées sur la place avec ses nouveaux amis. Il découvrit que Stéphane était vraiment un homme cultivé et Léo un enfant exceptionnel. Le petit savait lire des mots simples et adorait les histoires. Le lundi, Nicolas eut du mal à se concentrer au travail. Son esprit était sur la place, inquiet pour Stéphane et Léo. Comment passait-il la journée? Où dormirait-il s'il pleuvait? Monsieur Dubois. Monique Dupont entra dans son bureau avec une expression préoccupée. Êtes-vous certain d'aller bien? Ces derniers jours, vous êtes très différent. Différent comment? Plus humain, si je puis me permettre. Cela fait des années que je ne vous ai pas vu sourire. Nicolas se mit à rire. Monique Dupont avait toujours été très directe, l'une des rares personnes dans l'entreprise à se permettre de lui parler avec franchise. Il s'est passé quelque chose de bien dans ma vie, Monique. J'ai rencontré des gens spéciaux. La secrétaire sourit. C'est une bonne chose, monsieur. Vous méritez d'être heureux. Cet après-midi-là, Nicolas décida d'agir. Il ne pouvait pas rester les bras croisés à regarder Stéphane et Léo vivre dans la rue. Il quitta l'entreprise plus tôt et se rendit directement sur la place. Stéphane, j'ai besoin de te parler de quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Je veux vous aider à sortir de la rue. Stéphane se tendit immédiatement. Nicolas, nous en avons déjà parlé. Nous ne voulons pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'amitié. Les amis s'entraident. Tu ne connais pas notre histoire. Tu ne sais pas ce que nous avons traversé. Alors, raconte-moi. Stéphane regarda Léo, qui jouait avec des cailloux à quelques mètres de là. C'est compliqué. J'ai le temps. Stéphane prit une profonde inspiration et commença à parler, en gardant la voix basse pour que Léo n'entende pas. Il y a 2 ans, j'étais professeur titulaire d'histoire à l'université de Lyon. J'avais une vie confortable. J'étais fiancé à une collègue. Tout a basculé quand une étudiante a porté une fausse accusation contre moi. Nicolas attendit en silence. Elle a dit que je lui avais fait des propositions inappropriées, que je conditionnais sa note à des faveurs. C'était un mensonge. Mais à une époque où ces affaires sont sous les feux des projecteurs, personne ne veut prendre de risques. J'ai été immédiatement suspendu pour enquête. Et la mère de Léo? Elle m'a quitté quand elle a appris l'accusation. Elle a dit qu'elle ne resterait pas avec un homme de cette trempe. Elle a juste pris ses affaires et a disparu. Léo avait 3 ans à l'époque. Nicolas sentit une colère monter en lui face à l'injustice de la situation. L'enquête a duré 6 mois. Finalement, ils n'ont rien pu prouver parce qu'il n'y avait rien à prouver. Mais le mal était fait. Ma réputation était détruite. J'ai perdu mon travail, ma fiancée, mes amis. J'ai dû tout vendre pour payer les avocats et subvenir aux besoins de Léo. Mais s'ils t'ont déclaré innocent. Nicolas, tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Une fois que ta réputation est ainsi entachée, personne ne veut plus t'embaucher. J'ai essayé de trouver du travail dans d'autres villes, d'autres universités, même dans des écoles privées. Chaque fois qu'ils cherchaient mon nom sur Internet, l'article sur l'accusation apparaissait. Nicolas commençait à saisir l'ampleur du problème. Et Léo ne sait rien de tout ça. Bien sûr que non. Il était trop petit quand c'est arrivé. Je lui ai juste dit que nous déménagions parce que papa avait trouvé un nouveau travail. Chaque fois qu'il demande pourquoi nous n'avons pas de maison, je lui dis que nous économisons pour en acheter une très belle. Stéphane, c'est terrible. Je suis vraiment désolé. Le pire, c'est que la fille a obtenu son diplôme normalement. J'ai appris par hasard qu'elle avait avoué à des camarades qu'elle avait tout inventé parce qu'elle avait de mauvaises notes et voulait se venger.
Mais il était trop tard pour moi. Nicolas resta silencieux, digérant l'histoire. C'était révoltant de voir comment un mensonge pouvait complètement détruire la vie d'une personne. C'est pour ça que je n'accepte l'aide de personne, poursuivit Stéphane. J'ai déjà été assez humilié. Je préfère garder ma dignité et m'occuper de mon fils comme je le peux. Mais vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Et Léo, il a besoin d'aller à l'école, d'avoir une vie normale. Je sais. J'essaie d'économiser pour louer une petite chambre n'importe où. Je fais quelques petits boulots quand on m'engage pour porter des choses ou nettoyer un terrain, mais c'est difficile parce que je ne peux pas laisser Léo seul. Nicolas passa la nuit à réfléchir à la situation. Le lendemain matin, il contacta un avocat de sa connaissance pour s'informer des options légales afin de redresser la situation de Stéphane. Nicolas, si l'accusation a été classée sans suite faute de preuves, techniquement son nom est blanchi, expliqua maître Éric Petit, un avocat pénaliste qui fournissait des services à son entreprise. Le problème, c'est l'atteinte à la réputation. C'est plus difficile à réparer. Mais il doit y avoir quelque chose à faire. Eh bien, si nous parvenons à prouver que l'accusation était délibérément fausse, nous pourrions intenter une action en justice pour préjudice moral contre cette jeune femme. Cela générerait une décision de justice déclarant officiellement son innocence. Avec cette décision, il serait plus facile de trouver un emploi. Et comment prouverions-nous cela? Il nous faudrait des témoins qui l'ont entendu avouer le mensonge, ou des preuves documentaires, SMS, email, enregistrement. Nicolas quitta le cabinet d'avocat avec une idée en tête. S'il ne pouvait pas réparer immédiatement le passé de Stéphane, il pouvait au moins lui assurer, ainsi qu'à Léo, un meilleur présent. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, profitez-en pour laisser votre like et surtout, pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Continuons. Cet après-midi-là, Nicolas arriva sur la place avec une proposition différente. Stéphane, et si je t'offrais un travail? Quel genre de travail? J'ai besoin de quelqu'un pour organiser les archives historiques de l'entreprise. Ma famille a fondé la société de distribution il y a 50 ans, et nous avons des tonnes de documents, de photos, de coupures de presse, tous à jeter dans des boîtes dans l'entrepôt. J'aimerais que ce soit organisé correctement, peut-être même en faire un livre sur l'histoire de l'entreprise. Stéphane parut intéressé pour la première fois. Ce serait adapté à ma formation. Exactement. C'est un travail qui requiert des connaissances historiques, une capacité de recherche et d'organisation. Je peux te payer un salaire juste avec des avantages sociaux. Nicolas, Avant que tu ne dises non, laisse-moi finir. J'ai un gîte sur ma propriété qui est vide depuis des années. Vous pourriez y rester. Léo serait près d'une bonne école. Tu aurais un travail digne et moi, eh bien, j'aurais la compagnie dont j'ai tant besoin. Stéphane garda le silence un long moment, luttant visiblement intérieurement. Pourquoi fais-tu tout ça? Parce que vous avez changé ma vie. Cela faisait 3 ans que j'étais mort à l'intérieur. Léo m'a rappelé qu'il y a encore de la bonté dans ce monde, et tu m'as montré que la véritable amitié n'a pas de prix. Papa. Léo s'approcha en tirant sur le pantalon de Stéphane. Je peux jouer dans la petite maison? Dit l'oncle Nicolas. Stéphane regarda son fils, puis Nicolas. Si c'est pour nous humilier plus tard, je préfère que ça ne commence même pas. Stéphane, regarde-moi dans les yeux. Nicolas prit son ami par les épaules. J'ai perdu ma famille. Vous êtes la seule famille qui me reste maintenant. Je ne ferai jamais rien pour vous blesser. Des larmes coulèrent sur le visage de Stéphane. D'accord, essayons. Léo poussa un cri de joie et serra les jambes des deux hommes en même temps. Le lendemain, Nicolas emmena Stéphane et Léo visiter le gîte. C'était une petite construction mais confortable, avec 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain. C'est très joli, s'exclama Léo en courant d'une pièce à l'autre. Papa, je peux choisir ma chambre? Bien sûr, mon fils. Pendant que Léo explorait la maison, Nicolas montra à Stéphane l'entrepôt où se trouvaient les archives de l'entreprise. Mon Dieu, dit Stéphane en voyant les dizaines de boîtes empilées. Ça va nous prendre des mois. Il n'y a pas d'urgence. Je veux que ce soit bien fait. Au cours des semaines suivantes, une routine s'installa.
Nicolas passait chercher Stéphane et Léo tous les matins pour emmener Léo à l'école et Stéphane au travail. L'après-midi, il récupérait Léo à l'école et tous les trois dînaient ensemble avant de rentrer. La transformation fut incroyable. Léo s'épanouit à l'école, se faisant rapidement des amis et excellant en classe. Stéphane se plongea dans le travail d'organisation des archives avec une passion qu'il n'avait pas montrée depuis des années. Nicolas, quant à lui, redécouvrit le plaisir des choses simples de la vie. Aider Léo à faire ses devoirs, écouter les histoires que Stéphane découvrait dans les vieux documents, dîner en famille. De petites choses qui comblaient le vide dans son cœur. Mais tout n'était pas parfait. Dans l'entreprise, certains employés commencèrent à s'interroger sur les changements de comportement du patron, notamment Pascal Fournier, le directeur commercial, qui tentait depuis des années d'obtenir une plus grande participation dans l'entreprise. Nicolas est bizarre, commenta Pascal avec d'autres cadres lors d'un déjeuner. Il part plus tôt, il est moins strict, il semble distrait. Peut-être que ça lui fait du bien, suggéra la directrice financière, Sandrine Moreau. Il était en train de se tuer au travail. Ou peut-être que ça fait du mal à l'entreprise, répliqua Pascal. Avez-vous entendu dire qu'il entretient une famille de sans-abri? Quelle image cela donne-t-il? La conversation parvint aux oreilles de Monique Dupont, qui en informa immédiatement Nicolas. Monsieur, il y a des gens qui parlent en mal de vous à cause de votre amitié avec Stéphane et Léo. Quel genre de choses disent-ils? Des bêtises. Que vous perdez le sens des réalités, que cela pourrait nuire à l'entreprise. La jalousie de gens qui n'ont rien d'autre à faire. Nicolas s'inquiéta, non pas pour lui, mais pour Stéphane et Léo. Si cela se transformait en scandale, cela pourrait nuire encore plus à la réputation de Stéphane. Ses préoccupations s'accrurent lorsque, le vendredi, Pascal demanda une réunion privée. Nicolas, j'ai besoin de te parler d'un sujet délicat. Dis-moi. C'est ton projet personnel avec l'ex-professeur et son gamin. Nicolas sentit le sang lui monter à la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai fait une petite enquête sur le passé de ce Stéphane Lambert. Nicolas se leva brusquement de sa chaise. Tu as fait quoi? Calme-toi, Nicolas. C'était par inquiétude pour toi. J'ai découvert des choses intéressantes. Pascal posa un dossier sur la table. Cet homme a été licencié de l'université pour harcèlement sexuel. Il y a eu une procédure pénale. Es-tu sûr qu'il est prudent de le laisser près d'un enfant? Stéphane a été innocenté. L'affaire a été classée. Mais le soupçon demeure. Et maintenant, tu l'as fait entrer dans notre entreprise. Si cela sort dans la presse, imagine les dégâts pour notre réputation. Nicolas prit le dossier et le jeta à la poubelle. Pascal, je vais te le dire une seule fois. Stéphane est mon ami et Léo est comme un fils pour moi. Si toi ou n'importe qui d'autre dans cette entreprise essayait de leur nuire, vous aurez affaire à moi personnellement. Nicolas, sois rationnel. Tu t'impliques émotionnellement dans une situation qui peut exploser au visage. La réunion est terminée. Sortez. Pascal quitta la pièce avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Ce soir-là, Nicolas raconta à Stéphane Lambert sa conversation. Je savais que ça arriverait, dit Stéphane, visiblement affecté. Ça arrive toujours. Peut-être qu'il vaut mieux que Léo et moi partions avant que cela ne te nuise. Non, nous n'allons pas laisser des gens comme Pascal gagner. Tu n'as rien fait de mal. Nicolas, tu ne comprends pas. Peu importe combien de fois je prouve mon innocence, il y aura toujours un doute. Alors, mettons fin à ce doute une bonne fois pour toutes. Le lendemain, Nicolas recontacta Maître Éric Petit. Maître, je veux que vous enquêtiez à fond sur le cas de Stéphane Lambert. Je veux trouver des preuves qui démontrent définitivement son innocence. Nicolas, cela peut être coûteux et long. Le coût m'est égal, et quant au temps, le plus tôt sera le mieux. L'avocat commença immédiatement l'enquête. Pendant ce temps, la situation dans l'entreprise devenait plus tendue. Pascal commença à répandre des rumeurs parmi les employés sur la situation préoccupante impliquant le patron. La pression atteignit son paroxysme lorsqu'un mercredi après-midi, Nicolas fut convoqué à une réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'entreprise. Nicolas, dit le président du conseil, Monsieur Jean Leclerc, un homme de 70 ans qui avait été l'associé du père de Nicolas. Nous sommes préoccupés par certaines de tes décisions récentes.
Quelle décision? Nous savons que tu as embauché un homme au passé controversé. Cela peut représenter un risque pour l'entreprise. Nicolas regarda autour de la table et vit les visages des conseillers. Certains inquiets, d'autres clairement influencés par Pascal, qui n'était pas membre du conseil mais avait réussi à semer ses graines de doute. Stéphane Lambert est un employé exemplaire qui rend un service important à l'entreprise. Nicolas, intervint Jean Leclerc, tu sais que nous respectons tous ton jugement, mais nous devons penser à l'image de l'entreprise. Si cette histoire sort dans les médias. Il n'y a pas d'histoire. Il y a seulement un homme innocent qui essaie de reconstruire sa vie et un enfant qui mérite une chance. Mais techniquement, il n'a pas été disculpé des accusations, dit un autre conseiller. La procédure a simplement été classée sans suite. Ce qui équivaut à l'innocence dans notre système juridique. La réunion s'éternisa pendant 2 heures, Nicolas défendant Stéphane contre des arguments de plus en plus préjudiciables. Finalement, il réussit à préserver l'emploi de son ami, mais sentit qu'il avait perdu la confiance d'une partie du conseil. Quand il rentra chez lui ce soir-là, il trouva Stéphane dans la cuisine, et dans les hauts avec ses devoirs de mathématiques. « Comment s'est passée ta journée au travail, tonton Nicolas » demanda Léo en courant pour le serrer dans ses bras. « C'était compliqué, champion. » Stéphane remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Il s'est passé quelque chose ?» Après que Léo fut parti se coucher, Nicolas lui raconta la réunion du conseil. « Ça y est, c'est fini. »« Je pars dès demain, » dit Stéphane. « Tu ne pars pas. »« Nicolas, je ne peux pas te laisser tout perdre à cause de moi. »« Tu ne comprends donc pas ? J'avais déjà tout perdu bien avant de vous rencontrer. Vous m'avez rendu la vie. Maintenant, c'est à mon tour de me battre pour vous. » Le lendemain matin, Nicolas reçut un appel de Maître Petit. « Nicolas, j'ai des nouvelles sur l'affaire de Stéphane. »« Quel genre de nouvelles ? » ?»« J'ai retrouvé la jeune femme qui a porté l'accusation, Manon Leroy. Elle a obtenu son diplôme et travaille maintenant dans une société de conseil ici, dans la région. Et j'ai parlé à certaines de ses anciennes camarades. L'une d'elles, nommée Léa Rousseau, est prête à témoigner. Elle a dit que Manon a avoué avoir inventé l'histoire parce qu'elle avait de mauvaises notes et voulait se venger du professeur qui refusait de les augmenter. Nicolas sentit une vague d'espoir. Accepte-t-elle de témoigner officiellement ? Oui. Et il y a plus. Elle a des conversations WhatsApp de l'époque où Manon a admis le mensonge. Parfait. Que devons-nous faire ? Je vais déposer une plainte pour préjudice moral contre Manon. Avec ces preuves, il est presque certain que nous gagnerons. Le jugement nettoiera définitivement le nom de Stéphane. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons. Poursuivons. Tandis que la procédure légale suivait son cours, la pression dans l'entreprise augmentait. Pascal avait réussi à convaincre plus de gens que Nicolas perdait la tête à cause de son amitié avec Stéphane. La situation éclata un jeudi matin lorsque Nicolas arriva à l'entreprise et trouva Pascal en train de parler avec un journaliste du journal local. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Nicolas. « Nicolas, » dit Pascal avec un faux sourire. « Voici Julien David, journaliste. Il fait un reportage sur la responsabilité sociale des entreprises et voulait en savoir plus sur ton projet. » Nicolas comprit immédiatement le piège. Pascal avait appelé la presse pour exposer la situation. « Monsieur Dubois, » dit le journaliste, « est-il vrai que vous avez engagé un homme accusé de harcèlement sexuel ?» Cette conversation est terminée. Nicolas prit le journaliste par le bras et le fit sortir du bâtiment, mais il était trop tard. Dans l'édition du soir, le journal publia un article intitulé « Un entrepreneur local embauche un homme accusé de harcèlement ». L'article était tendancieux et insinuait que Nicolas pourrait mettre ses employés en danger en embauchant Stéphane. Il mentionnait également que Stéphane vivait sur la propriété de Nicolas avec un jeune enfant. Quand Nicolas rentra à la maison, il trouva Stéphane en train de faire ses valises. « Où crois-tu que tu vas ? » ? Nicolas, j'ai fait la une du journal. Je ne peux pas rester ici. Léo ne peut pas grandir avec cette ombre sur nous, et tu ne peux pas perdre tout ce que tu as construit à cause de nous. Où est Léo ? Dans sa chambre, en train de pleurer. Les enfants de l'école ont déjà commencé à l'embêter à cause de l'article.
Nicolas sentit une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Comment les gens pouvaient-ils être si cruels avec un enfant innocent? Personne ne part. Nous allons régler ça. Comment? Fais-moi confiance. Stéphane hocha la tête, bien que clairement réticent. Le lendemain, Nicolas convoqua une conférence de presse. Des journalistes de plusieurs médias de la région y assistèrent, curieux de savoir comment l'homme d'affaires gérerait la polémique. Mesdames et messieurs de la presse, commença Nicolas, j'ai convoqué cette conférence pour clarifier certains faits qui ont été déformés dans l'article d'hier. Nicolas raconta toute l'histoire, de la première rencontre sur la place jusqu'à la situation actuelle. Il parla de l'innocence de Stéphane, de l'injustice qu'il avait subie, de l'intelligence et de la bonté de Léo. Stéphane Lambert n'est pas seulement mon employé, il est mon ami. Et Léo n'est pas seulement un enfant dont il a la charge, il est comme un fils pour moi. Si aider des personnes qui ont subi des injustices est polémique, alors je dis fièrement que je suis polémique. La conférence eut un grand retentissement. La plupart des médias soulignèrent le courage de Nicolas pour avoir défendu publiquement ses amis. Mais il y eut des conséquences. 2 jours plus tard, Nicolas fut appelé à une autre réunion extraordinaire du Conseil. « Nicolas, dit Jean Leclerc avec regret, ton attitude était noble, mais imprudente. Certains de nos clients les plus importants s'inquiètent de l'image de l'entreprise. » Quel client? La chaîne de supermarchés Le Panier du Nord a annulé son contrat. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas être associés à des polémiques inutiles. Nicolas savait que la perte de ce contrat représentait environ 15% des revenus de l'entreprise. Et il y a plus, poursuivit un autre conseiller. La Banque régionale de la Loire remet en question le renouvellement du financement pour l'expansion de l'usine. Nicolas réalisa qu'il était à un carrefour. Il pouvait faire marche arrière, renvoyer Stéphane et sauver son entreprise, ou il pouvait maintenir sa position et risquer de tout perdre. Messieurs, dit Nicolas en regardant chaque conseiller dans les yeux. Je comprends vos préoccupations, mais je n'abandonnerai pas mes amis sous la pression extérieure. Si cela signifie perdre quelques contrats, qu'il en soit ainsi. Nicolas, réfléchis bien à ce que tu dis, l'avertit Jean Leclerc. J'y ai déjà réfléchi. Ma décision est prise. Dans les semaines qui suivirent, l'entreprise traversa des moments difficiles. En plus des clients qui annulèrent leurs contrats, certains employés démissionnèrent, influencés par les rumeurs et l'instabilité. Pascal profita de la situation pour tenter de convaincre d'autres cadres de le soutenir dans une tentative d'évincer Nicolas de la présidence. Il a perdu la tête, disait Pascal lors de réunions informelles. Il met en péril l'emploi de tout le monde pour un caprice personnel. La pression à la maison augmenta également. Léo était la cible de moqueries à l'école, et Stéphane se sentait coupable de toute la situation. Nicolas, il faut que ça cesse, dit Stéphane un soir, après que Léo se fut endormi en pleurant parce qu'un camarade lui avait dit que son père était un criminel. Ça va cesser. L'avocat a dit que la procédure est sur le point de se terminer. Et si ça ne marche pas? Et si on n'arrive à rien prouver? Ça va marcher. Il le faut. Mais Nicolas commençait aussi à douter. Et s'il avait vraiment tort? Et si son entêtement finissait par détruire tout ce que son père avait construit? La réponse arriva un lundi matin, lorsque Maître Petit appela, la voix tremblante d'émotion. Nicolas, nous avons réussi. Le juge a accepté toutes les preuves. Manon a officiellement avoué avoir inventé l'accusation. Stéphane a été officiellement innocenté de toute culpabilité. Nicolas pouvait à peine y croire. Vous en êtes sûr? Absolument. J'ai ici le jugement qui déclare que Stéphane Lambert a été victime d'une fausse accusation et que sa réputation doit être entièrement rétablie. Manon a été condamnée à verser une indemnisation pour préjudice moral. Nicolas raccrocha et courut chercher Stéphane, qui était dans l'entrepôt en train d'organiser des documents. Stéphane. Stéphane. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? Nicolas le serra fort dans ses bras. Nous avons réussi. Tu as été officiellement déclaré innocent. Le juge a dit que tu as été victime d'une fausse accusation. Stéphane tomba à genoux et se mit à pleurer. C'était 3 années de souffrance, d'humiliation et d'injustice qui prenaient fin. Léo peut grandir sans cette ombre sur nous, murmura-t-il entre 2 sanglots. C'est exact. Et maintenant,
nous allons montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Nicolas organisa une autre conférence de presse, cette fois pour annoncer le jugement. Le retentissement fut immédiat et positif. Les journaux qui avaient auparavant mis en doute sa décision louaient maintenant sa bravoure pour avoir défendu un ami innocent. Le Panier du Nord fut le premier à reprendre son contrat, suivi par plusieurs autres. La banque renouvela également le financement. Plus important encore, Léo se remit à sourire à l'école. Les enfants qui se moquaient de lui voulaient maintenant être ses amis, influencés par le changement d'attitude de leurs parents après avoir lu le jugement. Pascal, réalisant qu'il avait misé sur le mauvais cheval, démissionna et quitta l'entreprise sans causer plus de problèmes. 6 mois plus tard, Stéphane termina d'organiser toutes les archives historiques de l'entreprise et écrivit un livre fascinant sur ses 50 ans d'histoire. Le livre fut lancé lors d'une soirée qui réunit toute la communauté d'affaires de la région. Je tiens à remercier tout particulièrement mon ami Nicolas Dubois, dit Stéphane lors de son discours de lancement, qui m'a appris qu'il existe encore des gens prêts à se battre pour la justice, même quand cela coûte cher. Le public applaudit debout. Mais je veux surtout remercier mon fils Léo, qui m'a appris qu'un simple geste de bonté peut changer des destins. Nicolas regarda Léo, assis au premier rang dans son plus beau costume, un cadeau de Nicolas, applaudissant fièrement son père. Ce soir-là, les trois dînèrent à la maison pour célébrer. Tonton Nicolas, dit Léo, je peux te poser une question? Bien sûr, champion. Quand tu pleurais ce jour-là sur la place, pourquoi étais-tu triste? Nicolas regarda Stéphane, qui hocha la tête pour l'encourager. J'étais triste parce que je me sentais très seul. J'avais perdu ma famille dans un accident et je ne savais pas comment continuer à vivre. Et maintenant, tu n'es plus triste? Non, Léo. Maintenant, je vous ai. J'ai de nouveau une famille. Nous aussi, on t'aime, tonton Nicolas. Nicolas sentit ses yeux s'embuer de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. 2 années s'écoulèrent. L'entreprise prospéra comme jamais auparavant. Léo devint l'un des meilleurs élèves de son école, et Stéphane fut invité à donner des conférences sur la résilience dans plusieurs universités. Nicolas ne se sentit plus jamais seul. Chaque jour, il rentrait à la maison en sachant que Léo l'attendait avec une étreinte et que Stéphane avait une histoire intéressante à raconter sur son travail. Le gîte était devenu une véritable extension de la maison principale. Nicolas avait fait construire un passage couvert entre les deux bâtiments, symbolisant qu'ils étaient désormais véritablement une seule famille. Un dimanche après-midi, ils se trouvaient tous les trois sur la place où tout avait commencé. C'était devenu une tradition de visiter l'endroit une fois par mois, comme une sorte de pèlerinage sentimental. Papa, dit Léo, maintenant âgé de 8 ans et de plus en plus éloquent, est-ce que tu regrettes quelque chose? Stéphane réfléchit un instant. Je regrette d'avoir mis si longtemps à accepter l'aide de tonton Nicolas. L'orgueil nous empêche parfois de voir les bénédictions qui sont juste devant nous. Et toi, tonton Nicolas? Je regrette de ne pas être venu sur cette place plus tôt. Si je vous avais connu plus tôt, j'aurais moins souffert. Léo devint pensif. Moi, je crois que tout est arrivé au bon moment. Si on s'était connu avant, peut-être que tu n'aurais pas eu besoin d'un câlin, et je n'aurais pas été là pour te le donner. La sagesse de l'enfant impressionna les deux adultes. Tu sais quoi, Léo? Dit Nicolas. Tu as raison. Tout s'est passé exactement comme il le fallait. Alors que le soleil se couchait derrière les vieux chênes de la place, Nicolas réfléchit à la façon dont sa vie avait complètement changé. Il avait perdu une famille, mais en avait gagné une autre. Il avait découvert que l'argent n'achète pas le bonheur, mais la bonté, si. Stéphane pensait aussi au passé. L'injustice qu'il avait subie l'avait presque détruit, mais elle l'avait aussi mené à Nicolas et à la possibilité de recommencer. Parfois, ce qui semble être la fin n'est qu'un nouveau départ déguisé. Et Léo, bien qu'encore enfant, comprenait déjà intuitivement quelque chose que beaucoup d'adultes mettent une vie à apprendre, l'amour est la seule force capable de transformer complètement une vie. Quand ils rentrèrent à la maison ce soir-là, Nicolas fit quelque chose qui allait devenir une tradition. Avant de dormir, il alla dans la chambre de Léo pour lui souhaiter bonne nuit. Tonton Nicolas, je peux te dire un secret? Bien sûr. Ce jour-là, sur la place, quand j'ai touché ton visage, je n'essayais pas seulement de te consoler. Je demandais à Dieu que tu deviennes ma famille. Nicolas sentit son cœur se serrer d'émotion. Et ta prière a été exaucée,
champion. Oui. Maintenant, nous sommes 3 pour toujours. Pour toujours, acquiesça Nicolas en embrassant le front de l'enfant. 5 années s'étaient écoulées depuis cette première rencontre sur la place. Nicolas avait maintenant 50 ans, Stéphane 45 et Léo 10. L'entreprise était devenue l'une des plus respectées du secteur, non seulement pour ses résultats financiers, mais aussi pour le programme social qu'ils avaient créé. Inspiré par sa propre expérience, Nicolas avait fondé un institut qui aidait les familles en situation de vulnérabilité, en mettant toujours l'accent sur la dignité et l'autonomisation. Stéphane était devenu directeur de l'institut, appliquant son expérience académique et personnelle pour développer des programmes innovants. Il avait également recommencé à enseigner, désormais en tant que professeur invité dans plusieurs universités, parlant de résilience et de nouveaux départs. Léo avait grandi, se distinguant non seulement sur le plan scolaire, mais aussi comme un enfant empathique et généreux. Il demandait fréquemment à accompagner Nicolas et Stéphane lors des visites à l'institut, où il jouait avec d'autres enfants en situation difficile et trouvait toujours un moyen de les consoler. Un samedi matin spécial, Nicolas se réveilla avec Léo sautant sur son lit. « Tonton Nicolas, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe, champion? Il est encore tôt. C'est la fête des pères. J'ai fait un cadeau pour toi et pour papa. » Nicolas se leva, curieux. Léo le prit par la main et l'emmena dans le salon où Stéphane attendait déjà avec un sourire. « Fermez les yeux, ordonna Léo. Les deux hommes obéirent, écoutant Léo déplacer quelque chose. « Maintenant, vous pouvez les ouvrir. » Nicolas et Stéphane ouvrirent les yeux et virent un dessin de bonshommes allumettes collé au mur. Il représentait 3 personnages se tenant par la main, identifiés comme « Papa Stéphane »,« Léo » et « Papa Nicolas ». « Vous êtes mes 2 papas », dit Léo solennellement. « Papa Stéphane m'a fait naître, et Papa Nicolas a fait naître notre famille. » Nicolas s'agenouilla et serra Léo dans ses bras, essayant de ne pas pleurer devant l'enfant. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. »« Pour moi aussi », approuva Stéphane en se joignant à l'étreinte. À cet instant, Nicolas eut une révélation. Pendant des années, après avoir perdu Valérie et Chloé, il s'était demandé pourquoi de mauvaises choses arrivaient aux bonnes personnes. Maintenant, il comprenait que parfois, la vie nous enlève quelque chose pour nous donner quelque chose d'encore meilleur, mais d'une manière que nous n'attendrions jamais. Il avait perdu une fille biologique, mais gagné un fils de cœur. Il avait perdu une épouse, mais gagné un frère d'âme. Et surtout, il avait redécouvert que l'amour n'a ni limite ni définition conventionnelle. Cet après-midi-là, ils décidèrent de faire quelque chose de spécial. Ils allèrent sur la place, mais cette fois, pas seulement pour se souvenir du passé. Léo avait suggéré d'y faire un pique-nique pour célébrer l'endroit où notre famille a commencé. Ils étendirent une couverture sous le même vieux chêne où Stéphane dormait des années auparavant. Maintenant, l'arbre était un symbole d'espoir, non de désespoir. Tandis qu'ils mangeaient des sandwichs et des fruits, d'autres visiteurs de la place les saluaient affectueusement. Leur histoire était devenue connue dans la région, et beaucoup de gens s'en inspiraient pour leur propre vie. « Regardez », dit Léo en désignant un homme assis seul sur un banc éloigné. Ce monsieur a l'air triste. Nicolas et Stéphane regardèrent dans la direction indiquée et virent un homme d'âge mûr, la tête basse, traversant clairement un moment difficile. « Je pense qu'on devrait aller lui parler », suggéra Léo. « Tu es sûr ? » demanda Nicolas. « Peut-être qu'il veut être seul. » Tonton Nicolas, toi aussi tu voulais être seul ce jour-là. Mais parfois, les gens ont besoin que quelqu'un s'approche, même quand ils ne le savent pas. La sagesse de Léo continuait de surprendre les adultes. Ils s'approchèrent tous les 3 de l'homme avec délicatesse. « Excusez-moi, » dit Léo de sa voix douce. « Vous allez bien ?» L'homme leva la tête, et ils virent ses yeux rouges d'avoir pleuré. « Oui, merci. Je traverse juste un moment difficile. Je peux m'asseoir ici avec vous ? » demanda Léo. Parfois, parler ça aide. L'homme regarda Nicolas et Stéphane, qui hochèrent la tête pour l'encourager. Bien sûr, petit. Léo s'assit à côté de l'homme et, avec la spontanéité que seuls les enfants possèdent, commença à discuter. En quelques minutes, ils découvrirent qu'il s'appelait Marc Simon. Il avait récemment perdu son emploi et se sentait comme un raté. « Vous savez, » dit Léo, « mon papa Stéphane s'est déjà senti comme ça. Mais il m'a appris que peu importe combien de fois on tombe,
l'important c'est de se relever. Marc Simon sourit pour la première fois. Votre fils est très sage, dit-il à Stéphane. Il m'apprend des choses tous les jours, répondit Stéphane. Durant l'heure qui suivit, les 4 hommes discutèrent. Nicolas offrit discrètement son aide à Marc Simon pour trouver un nouvel emploi, et Stéphane partagea sa propre expérience de repartir à zéro. Quand ils se dirent au revoir, Marc Simon semblait visiblement plus optimiste. Merci, dit-il à Léo. Tu m'as rappelé qu'il y a encore de la bonté dans le monde. Il y en a toujours, répondit Léo. Parfois, elle est cachée, mais elle est toujours là. Sur le chemin du retour, Nicolas réfléchit à la façon dont la bonté est contagieuse. Léo avait appris de l'importance d'aider les autres, mais il leur avait aussi enseigné que l'aide peut venir de n'importe où, même d'un enfant de 10 ans. Ce soir-là, pendant le dîner, Léo posa une question qui prit les 2 adultes par surprise. « Papa Stéphane, est-ce que tu penses te remarier un jour ?» Stéphane faillit s'étouffer avec sa nourriture. « Pourquoi cette question, mon fils ?» Parce qu'à l'école, le maître a dit que les familles peuvent avoir différentes formes. Et je pensais que notre famille est parfaite comme elle est, mais si tu trouvais une personne gentille pour être ma maman, ça ne me dérangerait pas. Nicolas rit de la sincérité de l'enfant. Et si c'était tonton Nicolas qui trouvait quelqu'un de spécial ? Léo réfléchit sérieusement à la question. Ça ne me dérangerait pas non plus. Tant que la personne est gentille et n'essaie pas de changer notre famille. Parce que telle qu'elle est maintenant, je suis très heureux. Nous aussi, nous sommes très heureux, dit Stéphane. Et nous le resterons, quoi qu'il arrive à l'avenir, ajouta Nicolas. 2 ans plus tard, par un matin de printemps, Nicolas était dans son bureau lorsque Monique Dupont entra avec une expression étrange. « Monsieur, il y a une femme ici qui veut vous parler. » Elle dit que c'est à propos de Léo. Nicolas sentit un vide dans son estomac. « Quelle femme ?» Elle dit s'appeler Amélie Richard et être la mère de Léo. Le monde de Nicolas s'effondra à cet instant. Après 7 ans d'absence, la mère biologique de Léo était revenue. Faites-la entrer. Amélie était une femme d'environ 35 ans, bien habillée et apparemment prospère. Elle entra dans le bureau avec détermination. « Monsieur Dubois, enchanté. Je suis Amélie Richard, la mère de Léo, l'ex-compagne de Stéphane Lambert. » Je sais. Que voulez-vous ? Je veux récupérer mon fils. Nicolas eut l'impression de recevoir un coup de poing à l'estomac. Pardon ? Je sais que Stéphane a été innocenté et que vous menez maintenant une vie confortable. Je veux récupérer la garde de l'enfant. Amélie, vous avez abandonné Léo quand il avait 3 ans. Cette année se sont écoulées sans que vous ne donniez signe de vie. Je traversais une période difficile. Mais maintenant, ma vie est stable. J'ai un mari qui a réussi, une belle maison. Je peux donner à Léo tout ce qu'il mérite. Léo a tout ce qu'il mérite. Il a de l'amour, de la stabilité, une famille qu'il adore. Une famille composée de 2 hommes célibataires. Ce n'est pas un environnement adéquat pour un enfant. Nicolas sentit la colère monter en lui. Ces 2 hommes célibataires ont pris soin de Léo quand vous l'avez abandonné. Ils ont été présents à chaque larme, chaque joie, chaque réussite. Où étiez-vous quand il a appris à lire ? Quand il a perdu sa première dent ? Quand on se moquait de lui à l'école ? Amélie parut affectée un instant, mais se reprit rapidement. Je sais que vous vous êtes bien occupé de lui et je vous en suis reconnaissante. Mais maintenant, il a besoin d'être avec sa vraie mère. La vraie mère de Léo est celle qu'il aime inconditionnellement, et ce n'est pas vous. Monsieur Dubois, je ne suis pas venu ici pour me battre. Je suis venu pour régler ça à l'amiable. Mais si nécessaire, j'irai en justice. Nicolas savait que légalement, elle avait des chances d'obtenir au moins une garde partagée. La loi française peut favoriser la mère biologique, même dans des cas d'abandon. Amélie, réfléchissez bien à ce que vous faites. Léo ne vous connaît plus. Pour lui, vous êtes une étrangère. Je suis sa mère. Il se souviendra ou apprendra à me connaître. Et s'il ne veut pas ? C'est un enfant. Il n'a pas le choix. Cette phrase révéla tout ce que Nicolas avait besoin de savoir sur Amélie. Elle voyait Léo comme une possession, pas comme une personne avec des sentiments et une volonté propre. J'ai besoin d'en parler à Stéphane et à Léo. Vous avez une semaine.
Si vous ne trouvez pas un accord avec moi, je prendrai un avocat. Amélie quitta le bureau, laissant Nicolas en état de choc. Quand il rentra chez lui ce soir-là, il trouva Stéphane et Léo dans le salon, Léo faisant ses devoirs tandis que Stéphane l'aidait. « Papa Nicolas !» Léo courut le serrer dans ses bras, comme il le faisait toujours. Nicolas le serra plus fort que d'habitude, essayant de graver ce moment dans sa mémoire. Après que Léo fut parti se coucher, Nicolas raconta tout à Stéphane. « Je savais que ce jour viendrait, » dit Stéphane, étonnamment calme. « J'ai toujours su qu'elle pourrait revenir. » Et qu'allons-nous faire ? Nous allons nous battre. Léo est notre fils maintenant. Nous ne laisserons pas une étrangère nous le prendre. Mais si légalement nous n'avons pas le choix ? Alors nous ferons comprendre à Léo que peu importe où il vit, il sera toujours notre fils et qu'il aura toujours un foyer ici avec nous. Le lendemain, Nicolas contacta les meilleurs avocats en droit de la famille de la région. Les nouvelles ne furent pas encourageantes. Nicolas, expliqua maître Isabelle Bernard, spécialiste du droit de la famille. Le fait est qu'Amélie est la mère biologique. Même si elle a abandonné l'enfant, la loi française accorde une préférence aux parents biologiques. Mais Léo est bien avec nous depuis 7 ans. Je comprends, et je me battrai de toutes mes forces. Mais je dois être honnête, les chances sont minces. Le maximum que nous puissions obtenir est une garde partagée, et même cela sera difficile. Nicolas quitta le cabinet d'avocats dévasté. Comment expliquer à Léo que sa vie pourrait être complètement bouleversée par le caprice d'une femme qu'il avait abandonnée ? Pendant les jours suivants, Nicolas et Stéphane débattirent pour savoir s'ils devaient parler de la situation à Léo. Finalement, ils décidèrent d'être honnêtes, comme ils l'avaient toujours été. « Léo, nous devons te parler de quelque chose d'important, » dit Stéphane un samedi après-midi. « Ce n'est pas à propos de l'école. Je n'ai rien fait de mal. Non, mon fils. C'est à propos de ta maman. Ta maman biologique. » Léo parut confus. « Quelle maman ? Je n'ai pas de maman. Tu te souviens de la femme qui vivait avec nous quand tu étais tout petit ? » Léo réfléchit un instant. Un petit peu. Elle avait les cheveux longs et mettait un parfum fort. C'est ça. Elle est revenue, et elle veut que tu vives avec elle. Le visage de Léo se remplit de peur. Je ne veux pas y aller. Je veux rester ici avec vous. Nicolas s'agenouilla devant l'enfant. Léo, nous allons nous battre pour que tu restes avec nous. Mais peut-être que les juges diront que tu dois vivre avec elle. Mais je ne veux pas. Vous êtes ma famille. Léo se mit à pleurer, et Nicolas sentit son cœur se briser. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours notre fils. Tu auras toujours une place ici. Tu le promets ? Je le promets. La semaine suivante, Amélie revint avec un avocat. La première audience fut fixée un mois plus tard. Durant ce mois, Nicolas et Stéphane tentèrent de maintenir une normalité pour Léo, mais il était impossible de cacher la tension. L'enfant commença à faire des cauchemars et à avoir des problèmes à l'école. L'audience fut l'un des moments les plus difficiles de la vie de Nicolas. Amélie arriva bien habillée, accompagnée de son nouveau mari, un entrepreneur prospère, et d'un avocat coûteux. « Votre honneur, » dit l'avocat d'Amélie, « ma cliente reconnaît avoir commis une erreur en s'éloignant de son fils. Mais à l'époque, elle traversait une grande difficulté émotionnelle. Maintenant, sa vie étant stabilisée, elle souhaite reprendre son rôle de mère. » L'avocate de Nicolas et Stéphane argumenta sur les années de soins et de dévouement qu'ils avaient offertes à Léo, sur la stabilité émotionnelle de l'enfant et sur les traumatismes qu'un changement abrupt pourrait causer. Le moment le plus pénible fut lorsque le juge demanda à parler avec Léo en privé. L'enfant sortit de la pièce en pleurant et se jeta dans les bras de Nicolas. « J'ai dit au juge que vous êtes ma famille et que je ne veux pas partir. » « Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? » ?»« Qu'il allait y réfléchir. » Mais je n'ai pas aimé sa tête. 3 semaines plus tard, la décision tomba. Nicolas était dans son entreprise quand l'avocat appela. « Nicolas, j'ai la décision du juge. » Il y eut une pause. « Et je suis désolé. Il a accordé la garde à Amélie. Mais il a établi un droit de visite élargi pour vous. Léo vivra avec elle, mais il pourra passer tous les week-ends avec vous, ainsi que la moitié des vacances. » Nicolas raccrocha et pleura pour la première fois depuis l'accident qui avait tué sa première famille. Quand il rentra à la maison,
il trouva Stéphane expliquant la situation à Léo. « Quand est-ce que je pars ?» demanda Léo, la voix brisée. « La semaine prochaine. »« Je peux prendre mes affaires ?»« Toutes tes affaires, mon fils. » Ce soir-là, Nicolas entra dans la chambre de Léo pour lui souhaiter bonne nuit, comme il le faisait toujours. « Papa Nicolas, tu promets que tu viendras me chercher le week-end ? » « Je te le promets, champion. »« Et que tu ne m'oublieras pas pendant la semaine ? » ?»« Léo, je ne pourrai jamais t'oublier. Tu es mon fils pour toujours. Même si je ne suis pas de ton sang ? La famille, ce n'est pas une question de sang, Léo. C'est une question d'amour. Et je t'aime plus que tout au monde. Fin de l'histoire. Et vous, cher auditeur, qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante ? Croyez-vous que l'amour peut vraiment surmonter tous les obstacles ? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires sur le parcours de Nicolas, Stéphane Lambert et Léo. Pensez-vous que la décision de la justice était juste ? Comment réagiriez-vous à leur place ? Vos mots sont très importants pour nous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes qui touchent au plus profond de nos sentiments.